Goedemorgen. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sven de Fischer. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisation pour cette invitation, pour cette très belle introduction tout à l'heure. Alors, en bref, qui suis-je? Je m'appelle Sven, je travaille à la Haute École de Gand et je suis coordinateur d'un centre d'études, centre de recherche, EcoCity. Et à partir d'une approche pluridisciplinaire, nous essayons d'aborder les questions d'urbanisation dans un cadre social et de durabilité. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un compte rendu d'un projet spécifique, mais plutôt plusieurs projets que nous avons mis en œuvre avec des enfants. Et je vais surtout parler de la place accordée aux enfants dans ces processus de planification. Et mon message principal aujourd'hui sera que les enfants, à l'heure actuelle, doivent être reliés de manière beaucoup plus durable à la ville et doivent vraiment nous aider à planifier la ville de demain. Je vais le faire en 4 étapes. Premièrement, je vais vous parler de la planification du territoire dans les villes et comment tout ceci donc dans les villes est devenu dans le temps une forme de ségrégation. Je vais également parler de la place qu'occupent les enfants, comment on les implique dans la planification du territoire. Et enfin, je vais vous expliquer comment nous pouvons lier les enfants de manière plus durable dans la planification du territoire dans la ville. Voilà pour ce qui concerne un peu l'ordre du jour de mon exposé de ce matin. Alors, je vais commencer par un premier point. Comment est-ce qu'au cours de ces 10 dernières années, nos centres urbains se sont développés? Alors, j'ai une citation que j'ai vue dans un journal récemment. Les glands, bon, ça appartient aux forêts. Les chênes appartiennent aux forêts. C'est dû au fait que certains habitants de quartier étaient mécontents du fait que les grands chênes qui se trouvaient dans la ville posaient pas mal de problèmes. Ils donnaient beaucoup d'ombre et il y avait beaucoup de feuilles en automne. Et pourquoi est-ce que il y a autant d'arbres dans nos rues, demandait-il. Normalement, les arbres sont réservé aux forêts. Et donc cette citation m'amène à réfléchir de manière plus large à l'aménagement du territoire dans les villes. On a appris à donner une place bien précise à chaque groupe de la société. Alors reste la question de savoir quid de l'espace public. Et pour utiliser les termes de la Chicago School de la sociologie, à qui finalement appartient encore la ville. Et c'est une question importante. La ville en tant qu'espace public est un espace contesté. C'est devenu un espace de plus en plus rare et il y a énormément de fonctions qui sont vraiment maintenant mises en œuvre dans ces différents espaces urbains. Ils sont vraiment mis sous pression. Ici, sur la photo, vous voyez une photo d'une initiative citoyenne, Permanent Breakfast, donc petit déjeuner permanent. Ce sont donc des groupes de citoyens qui incitent leurs co-citoyens à mettre en œuvre une réaction en chaîne de petit déjeuner permanent. Et donc, on incite les gens à organiser des petits déjeuners dans les espaces publics avec d'autres personnes. L'objectif étant de remettre en question l'utilisation dominante qui est faite de ces espaces publics. On voit que ça se fait dans les parkings, sur une berme centrale d'un boulevard très fréquenté, par exemple.
Et ceci a permis de lancer un peu la discussion concernant la façon dont on veut vraiment aménager les différents espaces de la ville. Il y a effectivement différents types d'utilisation qui sont identifiés, il y a différentes significations qui sont également attribuées à des espaces, et ces utilisations sont de moins en moins pertinentes. Pensez par exemple à la façon dont, par le biais de l'architecture, on essaye d'écarter les sans-abri de l'espace public. Pensez à la façon dont, dans certaines villes, on essaye d'écarter les jeunes désœuvrés des centres-villes et des espaces urbains. Et donc on commence vraiment à réfléchir à la façon dont on aménage les différents espaces publics dans la ville. Et cette question s'intègre dans un développement de la sociologie urbaine qui a vu le jour dans les années 60-70. Il y a donc un groupe de planificateurs, d'architectes notamment, qui a vu le jour et qui ont remis en question l'approche top-down de l'aménagement du territoire qui était prévalente à l'époque, et on se basait sur l'expertise des experts en matière d'aménagement du territoire. Ce sont les professionnels de la sociologie. Et en fait, la planification du territoire avait plutôt une vocation économique. Ensuite, ont vu le jour des mouvements critiques. Henri Lefebvre, notamment, en a fait partie, était un membre important. Il parlait du right to the city, du droit à la ville. Et on a remis en question un certain nombre de choses, comme notamment la commercialisation croissante, la privatisation croissante des espaces publics, les processus de gentrification dans les quartiers des villes. Et c'est de cette manière-là qu'on a pu continuer à discuter. Il y a également, lors de cette période, plusieurs scientifiques de premier plan qui ont commencé à rédiger des qui ont vraiment rédigé des papiers qui sont toujours vraiment très importants. Kevin Lynch, notamment, Grow Up in Cities, concernant la place des enfants dans les villes. Et finalement, on essaye de réfléchir à la place des enfants dans la ville, et on a commencé à les décrire de cette manière-là, et on a plaidé pour une intégration plus poussée des enfants dans la planification des villes. Et notre espace public est de plus en plus actuel. Dans les années 60-70, c'était effectivement le cas, mais maintenant on peut dire que la lutte pour l'espace est vraiment très pertinente. Il y a un plan stratégique en Flandre qui prédit qu'il faut faire plus avec moins d'espace, ce qui génère beaucoup de défis. Et donc il y a vraiment l'exploitation de l'espace et la construction incessante. Et donc finalement, nous devons vraiment faire preuve de plus de créativité avec le peu d'espace qui nous reste. Nous devons vraiment essayer de partager au mieux les différents espaces publics. Une des autres raisons pour lesquelles cette lutte pour l'espace est toujours actuelle, c'est que dans beaucoup d'espaces urbains, il y a de plus en plus de privatisation, il y a une gestion de plus en plus souvent privée. Et bon, tout ceci est notamment dû à la crise du coronavirus. Pendant la période du confinement, on a pu voir de quelle manière il était important de pouvoir disposer d'environnements extérieurs accessibles, qui restent faciles à vivre et qui permettent d'offrir des opportunités aux gens. C'est important pour la vie des gens. Alors la position des enfants et des jeunes dans toute cette histoire, dans ces espaces de plus en plus contestés, eh bien finalement, on leur laisse une partie négligeable de l'espace urbain. Ils occupent une position assez faible et vulnérable dans cette lutte pour l'espace. C'est une position assez faible qui est notamment causée par le fait que la pratique pédagogique et la science s'est un peu tenue à l'écart de cette problématique. Il n'y a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi
à l'aménagement du territoire de cette façon-là. Et la plupart du temps, on s'est occupé du contexte pédagogique institutionnel, la famille, l'école, l'aménagement des divertissements de groupe, et on a peu réfléchi à la façon dont cet espace public peut également avoir une signification pédagogique, une signification d'apprentissage, et on n'a pas pensé à la façon dont les enfants pouvaient contribuer à la réflexion. Voilà, ça vaut spécifiquement pour la question flamande. Et on s'est surtout basé sur le climat anti-ville. La ville est plutôt considérée comme un contexte moins intéressant pour y habiter, pour y vivre. Et finalement, les enfants sont protégés. Finalement, on essaye de les protéger contre les dangers de la ville. Dangers qui sont liés à la mobilité, hein, il y a énormément de voitures, il y a des dangers qui sont liés à la grande diversité de personnes en ville, l'anonymat, ce qu'on appelle les stranger danger, donc les dangers qui émanent des étrangers, le fait qu'on soit confronté à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas vraiment bien. Et donc pour l'instant, on essaye vraiment d'écarter les enfants du centre-ville ou de ces espaces. Du moins, on les garde dans ce contexte institutionnel, les écoles, et on essaye de les protéger. Et parallèlement, à partir de cette planification urbaine, on essaye de protéger l'espace urbain contre les éventuels désagréments qui pourraient être causés par les jeunes et les enfants, par exemple, des centres-villes ou des rues piétonnes qui sont aménagées sans avoir vraiment de lieu de rencontre, de lieu où on peut jouer. Et par conséquent, nous avons ainsi créé une espèce de territoire réservé aux jeunes. On a bien décrit ça, on a dit que les enfants et les jeunes vivent dans une espèce de monde parallèle avec leurs propres institutions et ont été un peu progressivement écartés de ces espaces urbains. Alors, je reviens à la question critique de tous les Henri Lefebvre des années 60. À quelle image est créée la ville? Eh bien, force est de constater à l'heure actuelle que la perspective des enfants n'est quasiment pas représentée dans l'aménagement du territoire. Les enfants, effectivement, n'ont que très peu d'influence sur le plan politique, n'ont pas le droit de vote, n'ont pas d'influence sur notre processus démocratique. Et effectivement, les enfants n'ont pas non plus d'influence économique. Ils consomment, certes, mais c'est plutôt parce que les parents consomment. Et par conséquent, ils ont une position citoyenne assez faible dans notre planification actuelle. Donc on se retrouve finalement alors avec des chaînes qui retournent dans les forêts ou des enfants qui doivent jouer à l'école ou dans les mouvements de jeunesse. Et par conséquent, les grands groupes à l'école peuvent, les grands groupes qui constituent la ville peuvent continuer à développer la ville à leur façon. Alors ça me mène à mon deuxième point, ça semble être un peu pessimiste ce que je viens de dire. Bon, ce n'est pas le but naturellement, malgré cette position assez faible au niveau des citoyens, eh bien on a quand même tenu compte de la façon dont les enfants peuvent participer, être intégrés dans le processus. Et justement, parce qu'ils ont une position aussi faible et qu'ils n'ont que peu d'impact direct sur le processus décisionnel, et bien justement, grâce à cela, on a eu beaucoup d'attention pour ce travail participatif. Ça, c'est la deuxième partie de ma présentation, le développement de ce travail participatif et les pièges qui y sont liés. Et ici, c'est une citation
qui n'est pas vraiment actuelle, elle date d'il y a 2 ans, mais bon, il y a quand même des variantes de cette même citation qui restent parfaitement d'actualité. Dans le contexte des étudiants qui quittaient l'école pour vraiment manifester contre le changement climatique, eh bien, on dit que les enfants et les jeunes doivent surtout aller à l'école. Ça, c'était l'opinion dominante à ce moment-là. Ils doivent apprendre. Ils peuvent donner leur opinion au moment et de la façon dont nous, les adultes, avons décidé, mais ça ne doit pas aller trop loin. Le genre de réaction qu'on voit ici dans la citation, ce n'est pas parce que la puberté manifeste qu'il faut vraiment adopter des réponses de jeunes adolescents prépubères. Et voilà, ce genre de réaction, justement, bloque l'implication des jeunes. On leur dit, voilà, il faut d'abord que vous restiez sur les bancs des écoles et vous pourrez vraiment participer à la réflexion plus tard, lorsque vous serez plus grand. Donc la participation, on voit qu'il y a de plus en plus d'attention qui est consacrée dans la planification urbaine, surtout depuis le traité international pour la Convention internationale des droits des enfants en 1989, on voit qu'il y a un besoin d'avoir un apport plus structurel des enfants dans la planification. On voit donc il est souvent fait référence à l'article 31 de cette convention. Donc il faut qu'il y ait un droit aux jeux et aux espaces de jeu. Et l'article 12 est également souvent invoqué. Donc il y a un droit à la participation et un droit à la consultation. Et à la fin des années 90-96, on voit que l'UNICEF y a rajouté une couche dans le cadre de la conférence Habitat 2. Il y a donc un concept de ville accueillante pour les enfants qui a été introduit. La transition d'enfants à jeunes doit être finalement l'aune à laquelle on mesure la facilité de vivre dans une ville. Et ainsi, un modèle de ville agréable pour les enfants a ainsi été créé. Et donc finalement, cette ville agréable eh bien, constitue simplement une ville dans laquelle on a pu concrétiser les droits des enfants. C'est la raison pour laquelle on met maintenant l'accent sur les manières, sur les procédures de la planification dont on peut vraiment impliquer les enfants de manière structurelle, leur donner une voix dans les différents moments, moments de décision. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus d'attention qui est accordée à la participation des jeunes, mais dans la pratique, nous voyons que la concrétisation de cette participation relève du défi technique. Donc, il y a différentes communes et les instances qui cherchent toujours la meilleure méthode qui permet vraiment de répondre au mieux aux compétences des enfants, ce qui répond au mieux à leur environnement de vie. Et on voit que ce sont surtout les questions techniques, les questions méthodologiques qui occupent vraiment le premier plan, dans une mesure telle d'ailleurs parfois que parfois les questions méthodologiques prennent le pas finalement sur les questions de fond, à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour les enfants et les jeunes et à quoi ressemble leur voix et comment peuvent-ils exprimer leur voix. Et souvent, ça passe au second plan au profit des questions méthodologiques. On voit qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la participation des jeunes. On va donc utiliser ces moments de participation de manière instrumentale pour obtenir la contribution des jeunes
et des enfants, mais on n'utilise pas cette contribution pour vraiment planifier à l'avenir. Et parfois, il y a effectivement une écoute sélective des enfants, parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire. On n'écoute pas les enfants lorsqu'ils nous parlent et on essaye de les faire participer en fonction d'une langue qui a été définie au préalable et on les écoute pour essayer de trouver un consensus, alors que justement la participation aux différentes discussions donne lieu à beaucoup de dissensions et de divergences d'opinion. Et justement ça pourrait représenter un bon début pour un trajet d'amélioration. On voit également un risque de fausse participation. Donc c'est donc un processus contre lequel on met en garde. Hein, si on demande aux enfants d'aller valider finalement les choix qu'on a déjà faits ou de les répéter, mais finalement on n'est pas en train de les impliquer vraiment de manière très active dans notre processus décisionnel. Et la façon dont les jeunes et les enfants apparaissent dans nos moments de participation, eh bien, finalement, est assez caractéristique du rôle que la commune va jouer. Donc, c'est une espèce de prestataire de service gentil qui considère le citoyen comme un client, comme un bénéficiaire d'un service de la commune. Mais on ne va pas plus loin, on ne va pas essayer d'exploiter la citoyenneté active des gens. Et on le reconnaît dans les différentes formes de consumérisme. On peut comprendre ça comme étant, voilà, on va leur poser des questions, on va leur dire, tiens, de quoi est-ce que toi tu as besoin? Et finalement, le résultat, c'est une espèce de liste de courses, de souhaits qui peuvent être réalisés, parfois qui ne peuvent pas être réalisés. Et alors, la commune ou un architecte va donc piocher dans cette liste les éléments qui s'intègrent vraiment dans la vision d'avenir pour le lieu en question. Le problème avec cette approche, c'est que cette liste de courses, c'est qu'on reçoit souvent des scénarios qui sont impossibles à mettre en œuvre. Hein. Par exemple, des piscines ou des eaux ou des grands parcs d'attractions qui devraient se trouver sur des petites placettes. Évidemment, c'est pour une raison bien simple. Les enfants ne peuvent répondre qu'en fonction de ce qu'ils connaissent déjà. Lorsqu'on pose la question, on ne répond qu'en fonction de ce qu'on est déjà à ce moment-là. Voilà, j'anticipe un peu mon plaidoyer tout à l'heure. Il serait peut-être intéressant justement de savoir ce que les enfants ne connaissent pas encore et voir à partir de ce moment-là ce qu'il est encore possible de faire. Le consumentisme, ça c'est donc un des premiers pièges qui apparaît, donc instrumentaliser la participation. Le deuxième piège, c'est finalement d'avoir une réflexion relative à l'avenir de la ville qui devient de plus en plus juridique. La langue des choses qui sont possibles sur le plan juridique, de ce qui se trouve déjà dans les procédures, eh bien finalement va prendre le pas sur le véritable débat concernant l'approche future. Et donc dans ce cadre de l'aspect qui devient de plus en plus juridique, donc par exemple on parle des désagréments que représentent des enfants qui jouent, les nuisances que ça représente. Mais dans les discussions concernant les nuisances sonores des enfants qui jouent, eh bien, on voit que c'est finalement une discussion qui porte sur la constitution de la société, parce que finalement, on voit qu'il reste peu d'espace, mais il faudrait pouvoir les aménager de façon à ce que les enfants puissent jouer et parallèlement que les adultes puissent également y aller afin qu'on garde un environnement de vie qui reste calme. Ça, c'est vraiment le débat pédagogique qu'on devrait mener. Toutefois, si ça devient trop juridique,
alors à ce moment-là, ça risque de devenir finalement l'apanage des juges qui devront décider sur la base d'un droit objectif, qui devront donc décider de ce qui va se passer. Et ce serait regrettable que ça se passe comme ça. On voit de plus en plus que l'aspect politique concernant la réflexion, la politisation concernant cette réflexion, eh bien finalement, elle disparaît. Il y a une dépolitisation de la planification urbaine qui apparaît. Moi, j'appelle ça une approche enfant pour des enfants. Donc, les enfants ont la possibilité de contribuer à la réflexion par le biais de cette participation, mais ils réfléchissent uniquement aux thèmes qui sont importants pour les enfants. Par exemple, l'aménagement d'une plaine de jeux ou les abords des écoles. On va finalement les faire réfléchir à la position qu'ils occupent eux-mêmes dans ces différents espaces. Alors que, selon notre propre étude, on voit que si on laisse les enfants réfléchir à des sujets très ouverts concernant la ville, eh bien finalement, on voit qu'ils ont beaucoup de solutions très intéressantes à nous apporter. Et enfin, nous voyons dans cette approche méthodique de la participation, cette méthode de participation, que on voit apparaître des groupes cibles qui sont difficiles à atteindre. Ce sont des groupes cibles qui ne participent pas et qui sont de plus en plus souvent marginalisés dans notre processus décisionnel. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne participent tout simplement pas à ces initiatives de participation, alors qu'en réalité, ces groupes voudraient effectivement participer à la planification urbaine. Toutefois, on ne les voit pas toujours et on ne les accepte pas toujours comme forme de participation. Par exemple, le fait que des jeunes désœuvrés restent dans le centre-ville ou la façon dont les skateurs exploitent la ville. Et donc, il en va de même pour les manifestants pour le climat qui sont abordés par les politiques. Vous êtes d'abord étudiant, vous devez apprendre et donc vous n'avez pas le droit de faire l'école buissonnière. Et c'est ainsi que les jeunes ne sont pas assez souvent entendus. Ils ont toutefois un message à nous faire passer concernant l'aménagement futur de nos villes. Ce qui m'amène à mon troisième point dans mon exposé. Si la participation n'est pas seulement vue comme un processus de participation, si nous voulons ajouter un volet politique, alors il est important que la participation soit considérée comme un processus d'apprentissage permanent. C'est un processus d'apprentissage qui n'est jamais terminé, dans lequel nous devons vraiment mettre plus d'attention, auquel nous devons consacrer plus d'attention et nous assurer que nous avons choisi la bonne méthode pour avancer. Alors je vais reprendre une citation d'un article récent. En l'occurrence, il s'agit du travail de Linde Sager, qui l'année dernière a terminé un master en aménagement urbain et qui affirme que sans le vouloir, nous apprenons aux enfants et aux jeunes une certaine vision de l'aménagement du territoire, sans le vouloir. Nous ne leur montrons que des modèles classiques. Ce sont donc les livres classiques que l'on montre dans les écoles. Donc ce sont des situations de vie classiques avec des villas, avec des zone fort rurale, et si c'est le cas, eh bien les enfants vont effectivement se l'approprier et répercuter ça par la suite. Et donc, nous apprenons une certaine forme d'image en ce qui concerne le logement comme norme. Et toutefois, donc les environnements urbains avec les appartements, etc., peut être vite considéré comme quelque chose de moins pertinent,
moins intéressant. Et le travail de Lean a bien montré l'importance de considérer la participation comme quelque chose de pédagogique et qui entraîne une forme d'apprentissage. Donc la participation comme processus d'apprentissage, ça implique que de l'espace est créé pour l'ensemble des définitions parfois contradictoires de ce qu'est un environnement agréable pour les enfants dans les villes. Alors, pour faire simple, on pourrait résumer en disant que la participation entraîne toujours un apprentissage. L'apprentissage, c'est la participation. Donc, la participation égale l'apprentissage. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple, lorsqu'on demande aux enfants de participer, ils ne peuvent participer qu'en fonction de ce qu'ils connaissent déjà. Donc, participer, ça veut dire aussi créer des nouvelles perspectives, des nouveaux apprentissages. Si on veut pouvoir participer de manière utile, il faut d'abord voir tout ce qu'il est possible de faire à un endroit avant de pouvoir se faire une opinion de manière sensée et en connaissance de cause. Ensuite, l'apprentissage ensemble, c'est l'apprentissage de nouvelles possibilités. Eh bien, c'est un événement participatif. En apprenant ensemble, on apprend de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes de solutions pour un certain nombre de problématiques urbaines. L'idée selon laquelle la planification doit être considérée comme un processus d'apprentissage, que la participation c'est de l'apprentissage, eh bien, elle a déjà fait son chemin dans d'autres environnements européens à la suite de l'éducation dans l'environnement bâti. C'est un peu moins connu chez nous, mais par exemple en Allemagne, il y a un véritable mouvement que l'on appelle la Jugendarchitekturstadt, donc l'architecture urbaine des jeunes. C'est en fait un mouvement qui est poussé par des architectes, des pédagogues, des intervenants divers et variés qui sont vraiment persuadés que si nous voulons permettre des espaces durables dans nos villes demain, eh bien, il faut vraiment apporter la connaissance aux enfants afin qu'ils puissent envisager l'espace et notre environnement de manière différente. On va essayer de les responsabiliser davantage et on va essayer de leur faire acquérir une connaissance de base en matière d'architecture et de planification afin de leur apprendre comment fonctionne l'architecture et la planification. Et de cette manière-là, on les rend un peu responsables et à partir du moment où ils pourront effectivement exercer de l'influence, ils pourront prendre des décisions de manière un peu mieux informée et en connaissance de cause. Et chez nous, il y aura également des variantes d'éducation à l'espace, pas nécessairement basé sur la responsabilisation, mais sur la base de l'idée qu'il faut envisager nos espaces de manière un peu plus éducative. La transition de l'âge de l'enfant à l'adolescent, mais également pour les adultes. Ce processus ne vise pas uniquement les mineurs d'âge, mais vise également une participation beaucoup plus large. Un exemple intéressant est disponible à Malines. C'était une initiative de Ronterdingen. C'était en fait une intervention culturelle dans laquelle la ville de Malines donnait 1 mètre carré à chaque habitant de Malines. Ainsi, on a pu dégager 20 000 mètres carrés que l'on pouvait utiliser et remplir à sa guise. Donc, ce sont 20 000 mètres carrés qui pouvaient être utilisés. Donc les habitants de Malines pouvant faire 3 choses, soit soumettre une idée de projet, par exemple un potager ou planter une forêt ou alors mettre un clubhouse. Tous les projets peuvent être soumis. Ça, c'est une façon d'exploiter son petit lopin de terre. Ou alors, on peut
coupler son mètre carré au mètre carré de quelqu'un d'autre pour se joindre à notre projet, ou alors changer l'affectation d'un espace public de Malines. Ce qui est intéressant, cet exercice qu'on voit ici, c'est que les organisateurs ont voulu faire, ce n'est pas vraiment essayer d'atteindre un consensus en disant voilà, nous voulons tous arriver à ceci, mais plutôt lancer un dialogue, une discussion. Les divergences d'opinion doivent vraiment être exprimées. Les habitants de Malines doivent pouvoir s'exprimer. Nous pouvons nous exprimer sur une grande partie de la ville. Comment est-ce que nous voulons faire? Et donc, comme on le voit, il ne faut pas éviter le conflit, il faut vraiment le prendre à bras-le-corps, essayer de le régler. Et nous voulons vraiment avoir une pluralité de voix qui s'expriment sur l'utilisation de cet espace. Lorsque je parle devant un parterre d'architectes et de concepteurs, j'ose parfois dire que les concepteurs, les architectes, les planificateurs font de la création de sociétés. La planification, c'est un processus finalement de construction dans lequel l'espace partagé et tout ce qui est lié à la question de la durabilité qui doit être évoquée, eh bien, est considéré comme une question qu'il faut régler avec les citoyens afin d'arriver à des questions, des réponses durables, qualitatives. Et pour ce faire, il faut impliquer les différentes parties prenantes et les différentes parties prenantes doivent être d'accord d'apprendre. Le processus d'apprentissage est un processus ouvert, partagé. Ça se fait ensemble, c'est social et ça se fait en continu. Ça n'arrête jamais, c'est vraiment un processus qualitatif. C'est la qualité qui est importante plutôt que le résultat qui finit par apparaître. Et alors moi, je plaide pour que cette approche de la planification urbaine eh bien, intègre davantage et de manière structurelle les enfants qui deviendraient des assistants dans l'étude. Et on ne les considérerait pas vraiment comme des consommateurs en leur disant tiens, qu'est-ce que tu en penses? De quoi est-ce que toi tu as besoin? De quoi est-ce que les enfants ont besoin? Non, on va vraiment les inciter à réfléchir et à mener des études sur les éléments dont notre ville, dont un quartier a vraiment besoin. Et la participation ne sera plus vraiment une méthode ou un objectif en soi. La participation deviendra finalement un point de départ pour un processus de planification qui est un processus d'apprentissage. Ce processus de réflexion, nous l'avons développé de manière structurelle. Nous avons développé un modèle PITS. C'est un modèle très concret que l'on peut consulter sur le site web que vous voyez ici en bas à gauche, kidsrits.be. Et la philosophie sous-jacente, finalement, est la suivante. La planification est un processus d'apprentissage partagé. Ce processus de planification, donc les cases colorées 1, 3 et 5, eh bien, contiennent des moments de décision qui nécessitent de la contribution. Et à ce moment-là, on pourra impliquer les enfants. Le premier étant la définition du projet. À un certain moment, il faut définir quel est le problème autour duquel on va essayer de développer un projet à un endroit en particulier. Il y a également un moment de décision au niveau de la réflexion relative à la solution. Il faut mettre en balance plusieurs pistes de solutions. Il y a également un moment de décision lorsqu'on choisit une solution et lorsqu'on la met en œuvre. Et les cases grises, finalement, ce sont des moments d'échange que l'on crée parce que, évidemment, les enfants ne sont pas les seuls à contribuer à la définition du problème. Il y a d'autres groupes, d'autres parties prenantes qui ont leur mot à dire. Et c'est pour cela qu'on a prévu des véritables moments d'échange. Voilà, je vais passer un peu plus rapidement sur ces différents exemples de la façon dont on fait ça en pratique. Donc, la phase de la définition du problème, eh bien,
Dans ce cadre-là, on va apprendre aux enfants à connaître différentes perspectives. Ils vont visiter les villes et ils vont apprendre les différentes significations d'un même endroit. Et la question n'est pas vraiment ici de savoir ce que on veut faire, mais plutôt apprendre à comprendre les différentes expériences, les différentes significations d'un endroit. Et ça peut se faire par le biais du mental mapping. Nous avons différentes solutions pour apprendre aux enfants comment aborder la ville de différentes façons. Et on voit finalement que les enfants, une fois qu'on ouvre un spectre très large, eh bien que les thèmes abordés sont très larges. Il est question notamment de nature, de mobilité. On peut parler d'économie locale. C'est étonnant, mais lorsque des enfants parlent de l'importance du magasin de quartier, qui est le seul endroit où ils peuvent aller en toute autonomie après l'école, eh bien, cela montre pour nous l'importance de l'économie locale, mais dans leurs mots, il s'agit simplement d'un endroit qui est facile à vivre pour eux. Et nous allons également essayer de créer un langage qui permet d'exprimer le ressenti des enfants dans un dialogue. Nous impliquons les différents développeurs, les planificateurs. Il y a du matériel cartographique qui est important. Nous avons créé une carte du ressenti. Donc c'est une nouvelle carte touristique du quartier des enfants. Et il y a également donc, une légende des thèmes qui sont importants pour eux. Et ainsi, nous avons créé une nouvelle carte du quartier. Il y a des lieux où il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'animaux, des lieux où on peut jouer au football, des lieux où c'est peut-être un peu moins agréable. Et donc, ça permet aux planificateurs d'avoir une vue un peu différente. Lors de la création des pistes de solutions et des idées de solutions, on peut également impliquer les enfants dans la recherche, non seulement en leur demandant en tant qu'enfant qu'est-ce que vous souhaiteriez trouver comme solution, mais plutôt à partir des différentes significations et des définitions de problèmes que nous avions déjà eues dans la phase précédente. Donc les enfants notamment, mais aussi d'autres groupes ont donné leur contribution. Et en fonction de ces différentes définitions de problèmes, quels sont les scénarios d'avenir que vous envisagez? Par exemple, on a fait des ateliers participatifs dans lesquels un concepteur qui effectivement avait reçu une mission de la ville pour aménager cet espace, eh bien, ce concepteur se met à table avec les enfants pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour cet espace en particulier. Et nous essayons d'utiliser une langue qui correspond au mieux à ce processus. Les enfants ne peuvent naturellement pas créer des projets très détaillés dans des logiciels, mais ils peuvent faire des annotations sur des photos et faire des dessins simples avec un programme de collage. Ils peuvent représenter leurs idées. On ne va pas essayer de trouver la meilleure solution sur le plan technique. Non, on va vraiment essayer de déterminer les thèmes autour desquels on essaye de trouver des solutions. Et enfin, bon, ça je vais passer ça en vitesse vu que je dépasse mon temps de parole. Lorsqu'on choisit des solutions, lorsqu'on les met en œuvre, on peut également impliquer les enfants. On ne va pas nécessairement à chaque fois dire qu'il faut effectivement construire quelque chose avec les enfants. Nous avons par exemple dans différents projets mis en œuvre une exposition qu'on peut toujours visiter sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais donc nous avons pendant un mois essayé d'attirer différents professionnels avec toutes sortes d'activités pour qu'eux réfléchissent à la façon dont on peut intégrer les solutions des enfants dans leur propre réflexion. Et voilà, j'en arrive à ma conclusion, mon plaidoyer finalement. Moi, je suis persuadé
que si on veut donner un avenir pérenne à nos centres-villes et à nos espaces urbains, eh bien, il faut lier nos enfants de manière durable avec nos villes. Cela signifie d'une part que l'environnement de vie des enfants ne doit pas être trop cloisonné par rapport aux autres espaces de vie. Donc il y a une ségrégation historique qui a vu le jour et j'espère que cette ségrégation va disparaître progressivement. Ici sur le transparent, on voit l'exemple de la ville de Bristol qui avait développé toutes sortes de plans stratégiques. Il y avait différents plans pour les enfants, notamment, et de personnes avec à mobilité réduite notamment. Et tous ces plans ont ensuite été mis les uns sur les autres pour arriver à un plan intégré pour une ville durable et équitable pour tous. Et c'est là, selon moi, que se trouve le principal défi, essayer d'établir les connexions entre les différentes aspirations des uns et des autres. Et je fais peut-être une comparaison avec The Last Child in the Woods, que vous connaissez peut-être. Il s'agit donc du constat que les enfants ont de moins en moins de connexion avec la nature et ça se ressent dans l'éducation et dans l'enseignement et il faudrait vraiment faire en sorte que les enfants aient plus d'expérience dans la nature et retrouvent la connexion avec la nature. Et moi, parallèlement, je plaide, bon, ce n'est pas naturellement un message contre Richard Louv, mais en complément, on se retrouve peut-être dans une situation de Last Child in the Street, le dernier enfant dans la rue. Et il faudra peut-être mettre le paquet sur le fait qu'il est nécessaire de vaincre l'angoisse de la rue. Il faut favoriser la participation dans les villes et aux espaces urbains. Ça devrait être un objectif en soi, faire en sorte que les enfants puissent et veuillent revenir dans les espaces urbains et puissent ainsi réfléchir à la concrétisation d'un avenir durable pour nos villes. Voilà, merci. Je pense que nous avons un peu d'espace pour les questions. Inderdaad. Dank u wel, Sven, voor je prachtige bijdrage. We hebben al heel wat vragen ondertussen binnengekregen. Ja, we onthouden vooral eigenlijk... Merci beaucoup pour cette exposé très intéressant. Nous avons reçu quelques questions déjà. Je peux peut-être me lancer. Simplement en rappelant cette phrase, si une ville est bonne pour les enfants, ça veut dire qu'elle est bonne pour tous les habitants. Et pour faire le lien avec ce qu'on a fait hier, on avait aussi parlé de laisser notre planète en meilleur état que ce que nous l'avons trouvé. Et ça reflète un petit peu la même réflexion. Une première question des participants, ça commence par quel magnifique exposé. Ça va bien plus loin que l'éducation des enfants et la question est de savoir si l'EDD ne devrait pas aussi devenir une sorte d'éducation pour les adultes. Question très intéressante. Oui, je le pense, pour deux raisons. Vu l'approche pédagogique qui se cache derrière, je crois que j'essaie de le montrer clairement dans ma présentation. Je fais partie d'un courant d'éducation critique qui ne réduit pas l'éducation à l'apprentissage de choses, mais qu'il élargit à la réflexion pour arriver à du changement. Et je pense qu'effectivement, c'est pertinent pour les jeunes et les enfants, mais c'est aussi une mission pour les adultes. Il s'agit de générer une citoyenneté critique. Donc, je suis bien d'accord avec la question. Merci. Ça me fait penser aussi à une autre question. Vous connaissez peut-être aussi Geert Mesta. C'est lié à ce courant également, où l'on dit qu'il est possible de combiner la participation des enfants à la formation du personnel des écoles. Je pense que la réponse a déjà été formulée. Tu peux le confirmer? Oui, la formation personnelle. Ce qui me parle dans le travail de Geert Mesta, c'est l'idée de la socialisation. Dans mon présentation, j'ai
parlait aussi de Bertwald de Sager qui disait qu'il y aurait cette participation pour l'habitation idéale. Et Kirtista dit aussi que la socialisation ne porte pas seulement sur l'introduction dans le monde tel qu'il existe, mais du soutien, apporter du soutien aux enfants, aux adultes aussi, le cas échéant, à eux-mêmes occuper des positions, faire en sorte que les enfants découvrent eux-mêmes leur voix et puissent aussi l'exprimer à leur façon. C'est effectivement bien formulé en ne demandant pas aux jeunes ce qu'ils veulent, mais plutôt en les stimulant pour passer du connu à l'inconnu. Une autre question? Y a-t-il des villes qui sont à la pointe dans l'aménagement favorable à la participation des jeunes et des villes? C'est toujours difficile de citer une ou deux villes. Il y a beaucoup de bons exemples sous l'impulsion du mouvement Villes favorables aux enfants. Aux Pays-Bas, notamment, ainsi qu'en Belgique, ils sont très présents. En Luxembourg, je ne sais pas. Mais en Flandre, par exemple, tout le modèle de l'UNICEF est appliqué pour mener une réflexion plus lente aussi. C'est aussi ça le grand défi et ne pas dire, voilà, on va faire ça l'année prochaine, on va vite mener une réflexion. Non, il s'agit d'une réflexion beaucoup plus lente et structurée sur la politique urbaine pour y intégrer les enfants. Amsterdam est évidemment un très important et intéressant exemple. Ce qui est intéressant à Amsterdam, c'est que les résultats ne sont pas nécessairement spécifiques aux enfants. Les résultats font en sorte qu'il y ait des espaces plus sûrs, plus viables, verts dans les rues, dans les quartiers, que les enfants utilisent comme entrée dans l'espace. En Flandre, à Courtrai ou à Gand, par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau participatif. À Anvers, il y a le modèle des rues vivantes qui sont une idée intéressante. Évidemment, là, c'est vraiment du cas par cas. C'est difficile de citer une ville au détriment d'une autre. Alors, une autre question concrète. Comment impliquerais-tu les enfants dans le développement durable d'une zone industrielle en bordure d'une ville? C'est un bel exemple du Wicked Issues. Donc, on doit oser parler aussi avec les enfants et avec les adultes aussi. Il faudrait commencer, une fois qu'on est dans ce modèle, de cartographier quel est le problème, quels sont les besoins, les problématiques dont il faut tenir compte. Si on agence un tel site, avec les enfants, on peut travailler de manière intuitive. On ne peut pas directement leur demander, voilà, on a une zone industrielle, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, ça ne fait pas partie de leur monde. Et c'est le genre de questions que je trouve importante en tant que pédagogue, d'intégrer les enfants à la réflexion. Et il s'agira d'abord d'explorer l'endroit, les intérêts, les défis et les choix qui existeront sur le plan social et politique, et aller analyser l'endroit avec les enfants. Peut-être qu'on ne peut pas nécessairement y aller physiquement avec les enfants, mais la réflexion est tout de même possible. Et je pense qu'on doit aussi se demander, en fonction des évolutions industrielles, quel est le lien avec l'alimentation, par exemple, dans la ville? Qu'en est-il de la mobilité? Je partirais
de la recherche commune, de l'analyse, et en tant qu'enseignant que pédagogue, c'est tout c'est un processus d'apprentissage tout aussi important, parce que pour nous, ça voudra dire qu'on devra peut-être rechercher de nouveaux cadres, de nouvelles perspectives, même intégrer aussi d'autres experts. Très bien, merci beaucoup. Autre question, il y a des personnes qui viennent plutôt du secteur de l'éducation, la nature et l'environnement, et la question était de savoir si... donc, il y a eu un travail qui a été écrit sur les images issues de la nature. Est-ce que tu peux faire un lien entre les images de la nature des enfants avec le travail que tu fais? Je ne connais pas exactement le travail autour des images de la nature. J'essaie d'imaginer ce que ça pourrait être, mais c'est peut-être un peu compliqué. Eh bien, donc il y a des personnes qui voient la nature de manière utilitaire ou bien vraiment de manière tranchée. Non, c'est pour la détente. Voilà, à chaque fois avec un point de vue différent. Donc, on peut avoir différentes représentations de la nature dans l'approche. Peut-être que tu as aussi des exemples concrets qui sont plus liés à la nature? Oui, certainement. Ici, de ce que j'entends, il s'agit aussi de savoir quelle est la représentation de la nature dans un contexte d'habitation et dans un contexte urbain. Là aussi, on voit que souvent les enfants sont socialisés dans une représentation déterminée par rapport à l'existence de verre dans un contexte urbain. Et là, par exemple, récemment, avec un bureau de projet, nous avons analysé l'agencement de certains endroits à Gand. Et cela a montré ce que le vert, le bleu et la nature pouvaient, comment ils pouvaient être intégrés dans un contexte urbain avec des enfants et d'autres parties prenantes. Et cela pousse à la réflexion. On a l'image classique quand on fait un concept avec toutes les solutions, par exemple pour la collecte d'eau de pluie, la question de l'infiltration. C'était la première réaction d'une partie des participants. Voilà, est-ce que ça n'a pas attiré certains animaux indésirables? Évidemment, c'est un point de vue très spécifique. Alors là, en tant que concepteur, soit on dit oui, bon, celui-là n'a pas compris, il ne peut pas vraiment participer, ou bien pendant la visite, on va essayer de voir de quels indésirables on parle dans un premier temps. De quoi s'agirait-il dans cet environnement spécifique? Essayer de citer des exemples pour montrer aussi de nouvelles perspectives. Une autre question peut-être plus difficile. Dans ton schéma, tu distingues 5 étapes du processus d'apprentissage participatif. Beaucoup des personnes participant ici travaillent dans un centre où les enfants viennent en général une fois ou vont avec eux à un endroit, et ce de manière ponctuelle. Est-ce que quel pourrait être leur rôle joué par cela dans ce processus en 5 étapes? C'est vrai que c'est presque mon ébauche, c'est presque une image idéale. Dans l'idéal, on peut mettre en place tout un processus. Et évidemment, ce n'est pas non plus la responsabilité d'une seule organisation. Il faudrait trouver une administration, une organisation dans un contexte local qui le ferait, mais dans la réalité, on a rarement le temps et les moyens de travailler aussi longtemps là-dessus. Mais dans nos propres recherches, nous n'avons pas toujours travaillé non plus nous n'avons pas toujours parcouru tout le processus avec le même groupe d'enfants. C'est intéressant sur chacun des 5 points. Dans la philosophie du processus d'apprentissage, on peut travailler avec les enfants très concrètement pour la 3e étape quand on doit réfléchir aux solutions et les tester.
On a travaillé avec d'autres groupes d'enfants ou d'adolescents, mais on a utilisé le matériel produit lors de l'étape précédente. Donc, dans ton contexte, si d'autres organisations ont déjà fait des choses au niveau de la première étape, le matériel pourrait encore être utilisé. Si ce n'a pas encore été le cas, le matériel pourrait être utilisé d'experts, le matériel d'experts ou d'administration pour travailler à partir de la définition du problème qui existe déjà. Donc, je pense que sur chacun point de ce cercle, on peut travailler avec un groupe. Idéalement, on devrait pouvoir faire tout le travail, mais la pragmatique permet de travailler sur chaque point du cercle. Il y a différents exemples de méthodiques sur le site qui détaillent ce qu'on peut faire spécifiquement pour chaque étape. Très bien. Je vais encore poser une question, même si on a déjà atteint l'heure prévue. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ancrer davantage? Est-ce qu'il faut changer quelque chose au niveau global et réglementaire pour favoriser cette participation, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de gestion locale? Oui, c'est difficile. C'est une question difficile aussi. Il y a des exemples où on essaie de le faire via la réglementation, par exemple des normes, l'installation de normes enfants, ou bien en région flamande, il y a aussi les rapports enfants et des éléments qui obligent les administrations à utiliser des processus participatifs. Mais si on porte un regard critique là-dessus, en général, cela mène souvent à une instrumentalisation avec ce sens d'obligation. Voilà, on doit faire ce processus pour respecter la norme. Donc la réglementation, souvent, est une base importante pour que les choses soient plus concrètes et qu'on y soit un peu contraint. Mais malheureusement, dans la pratique, on voit que ce n'est pas le meilleur instrument et que c'est plutôt la transition culturelle, une nouvelle planification politique et culturelle qui devrait être installée. On sait aussi que ce modèle des enfants vaut non seulement pour les jeunes et les enfants, mais aussi pour tous les citoyens et que ça devienne vraiment une autre manière de planifier. Donc c'est une réponse difficile à donner. Pour moi, ce serait plutôt une donnée culturelle qu'une donnée réglementaire. Mais la réglementation, parfois, est une bonne première étape. Un grand merci. Je souhaite encore, bien sûr, te remercier pour ton exposé passionnant.